Laurent Fabius, nous avons été rejoints par Charlotte Chaffanjon qui voudrait vous parler de François Hollande, chef de guerre. Avec plaisir. Bonsoir, Bonsoir, Laurent Fabius. Vous connaissez François Hollande depuis très très longtemps. Vous avez une longue histoire politique commune et vous n'avez pas toujours été très tendre avec lui. Alors est-ce qu'il vous bluffe aujourd'hui dans son costume de président et de chef de guerre? Écoutez, je vais vous décevoir, je vous prie de m'en excuser. Nous nous entendons extrêmement bien et notre travail est très efficace. Et il a montré à tout le monde, pas seulement à moi, qu'il savait décider vite et décider juste. Mais que vous entendiez bien, c'est une chose. On sait bien le mais passé compte que vous tenu avez. de ce que vous disiez auparavant, est-ce que en 2011, il vous a François Hollande étonné? président, Nous avons eu plusieurs phases avec François Hollande. Nous avons eu, parce que ça fait très longtemps que nous connaissons, nous avons eu une phase longue où nous avons travaillé ensemble, côte à côte. Nous avons eu une phase où nous nous sommes affrontés. Et puis, au moment où il a été désigné pour être candidat à la présidentielle, nous sommes vus et il m'a dit de manière très élégante et forte, est-ce que tu veux travailler avec moi? Je dis oui. De quoi veux-tu t'occuper? Des affaires internationales. Très bien. Et nous avons extrêmement bien travaillé ensemble. Et c'est une des clés d'ailleurs de ce qui se passe au Mali. Le quatuor François Hollande qui décide, Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian et moi-même est très très soudé et ça compte. Justement, il commence un petit peu à remonter dans les sondages. François Hollande, plus 3 pour le CSA, plus 6 même pour IFOP. C'est quoi pour vous? C'est l'effet Mali, comme on dit, ou bien c'est le résultat de quelque chose qui a été engagé il y a plus longtemps, comme espèrent certains dans la majorité? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez, les sondages, ça va, ça vient. Non, il y a probablement une perception d'éléments que les gens ne percevaient pas. Mais je crois que finalement, si on regarde les sondages, ce qui sera déterminant, c'est l'économie et le social. C'est là-dessus qu'on sera jugés les uns les autres. Et ce n'est pas simplement une crise, contrairement à ce qu'on dit. C'est un changement du monde. C'est de ça qu'il s'agit, un changement du monde. Et il se trouve que c'est ce président-ci, cette équipe gouvernementale, qui doit préparer la France au changement du monde. C'est ça notre tâche. C'est ça le grand défi. Pour s'adapter au changement du monde, est-ce que, comme Ségolène Royal par exemple, vous pensez qu'il faut un nouveau modèle économique? Ça fait partie de ces éléments-là. Mais quand je dis changement du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe et la France n'ont plus la même place que ce qu'elles avaient auparavant. Ça veut dire que le travail et l'emploi sont bouleversés. Ça veut dire que les éléments environnementaux prennent une place de plus en plus importante. Donc ça veut dire effectivement un changement, du coup, un changement de modèle économique et social, mais beaucoup d'autres décisions. Et c'est sur cette équipe-là que ça tombe, si je puis dire. Est-ce que vous avez l'impression que sur le terrain national, François Hollande assume suffisamment ses choix? Oui, je crois. À quoi pensez-vous? Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression qu'en matière économique, il assume qu'il faut de la rigueur, il assume suffisamment que c'est pas forcément une politique de gauche qui mène tout le temps? On l'a vu avec la TVA, on l'a vu par exemple... Non, je ne crois pas que ce soit en ces termes. Qu'est-ce que nous avons choisi de faire? À la fois du sérieux budgétaire et du soutien à la croissance. Bon, la situation des finances publiques est très mauvaise, telle que nous l'avons récupérée, héritée. Et donc, évidemment, il faut être très sérieux budgétairement, donc il y a des économies à faire, mais en même temps, il faut de la croissance, à la fois pour l'emploi et même pour l'aspect budgétaire. Parce que si vous n'avez pas de croissance, vous n'arrivez à rien budgétairement. Et c'est cette double orientation que nous avons choisie. Et non seulement François Hollande l'assume, mais c'est lui qui l'a décidé. Oui, mais enfin, il y en a qui vous diront qu'il y a beaucoup de rigueur budgétaire et pas beaucoup de croissance. Oui, pas assez, mais alors là, on tombe sur un autre sujet qui est la question européenne et la question mondiale. Tout à l'heure. Parce que nous sommes très, très dépendants, bien sûr, de ce qui se passe en Europe. Alors, nous essayons de booster l'aspect croissance en Europe. C'est pas très facile parce qu'un certain nombre de nos partenaires ne voient pas les choses comme nous. On va changer de sujet, Laurent Fabius, on va parler du Qatar, qui investit massivement en France, dans les banlieues, via la création de PME, dans les plus grandes entreprises. Il rachète un club de foot, le PSG, des hôtels, etc. Et parallèlement, il donne des avis un petit peu, par exemple, sur l'intervention militaire française au Mali, qui ne cautionne pas forcément. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le Qatar est en train de racheter la France et peut tout se permettre? Non, bien sûr que non, mais on m'a souvent posé la question. Et nous avons fait faire, évidemment, des études précises sur tous ces aspects-là, parce que c'est quelque chose qui remonte à assez loin. Sur l'aspect investissement, dès lors que c'est positif pour l'économie française, je ne vois pas pourquoi on ne s'en réjouirait pas.
que ce soit le Qatar, que ce soit la Russie, que ce soit les Américains, que ce soit le Mexique, il faut que nous ayons des investissements en France. Quant à l'autre aspect qui me concerne plus directement, qui est l'aspect politique, il n'apparaît pas que le Qatar soutienne nos, entre guillemets, adversaires. Donc c'est tout à fait clair. Par exemple, le financement éventuellement du Qatar aux islamistes. Non, ça. Pour vous, c'est complètement en particulier, il y avait une rumeur disant, mais ouais. Il y avait un financement au Mali, aux terroristes du Nord-Mali. Non. Vous en avez la preuve? Nous avons demandé que les choses soient précisées par les services compétents, comme on dit, et rien de tout cela nous a été confirmé. Et en Syrie? Alors en Syrie, je ne vais pas parler à la place des autorités du Qatar, mais le Qatar soutient la coalition nationale. Oui. Et nous aussi, nous la soutenons. Mais enfin, les islamistes sont mieux armés que les autres. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Par le biais du Qatar. Non, il y a d'un côté Bachar el-Assad, qui lui a été armé par la Russie dans le passé et par l'Iran aujourd'hui. Il y a de l'autre côté la coalition. Et puis il y a, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, des extrémistes d'Al-Qaïda, notamment ce qu'on appelle Al-Nosra, mais à ma connaissance, ils ne sont pas du tout soutenus par le Qatar. France Football a publié une enquête fin janvier sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors ça, il parle de corruption. En gros, en jeu, il y aurait eu Nicolas Sarkozy. Ma compétence ne va pas jusqu'au football. Vous n'avez pas mis votre nez là-dedans parce que, en clair, la question c'est est-ce qu'il ne faut pas retirer l'attribution du Non, comme vous dites avec distinction, je n'ai pas mis mon nez là-dedans. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet qui concerne le ministre des Affaires étrangères. Non. D'accord. Est-ce que ça concerne le ministre des Affaires étrangères, éventuellement les accusations, en tout cas les inquiétudes exprimées par Shannon Burrow, qui est la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, qui en gros est très inquiète pour les ouvriers qui construisent les chantiers de la Coupe du Monde 2022 en disant que c'est fait dans des conditions absolument déplorables, qu'on leur retire leur passeport à l'arrivée et qu'ils risquent tous de mourir sous 50 degrés dans des conditions de travail complètement inacceptables au Qatar. Oui, ça doit avoir une position générale qui est, vous le savez, en faveur des bonnes conditions de travail pour les ouvriers, non seulement en France, mais à travers le monde. Mais bon, voilà, cette affirmation générale est une évidence. Bon. Maintenant, ne croyez pas que je me désintéresse de la Coupe du Monde. Simplement, c'est pas dans mon portefeuille ministériel. On va parler de l'Iran. Oui. L'Iran et les grandes puissances du 5+1 vont se retrouver au Kazakhstan le 26 février pour reprendre les négociations sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous en attendez? Nous avons une attitude qu'on appelle la double approche. D'un côté, des sanctions pour faire bouger l'Iran, et sanctions économiques, et de l'autre, des négociations. Autant nous considérons qu'il est tout à fait acceptable que l'Iran ait l'énergie civile, autant nous pensons inacceptable qu'il ait l'arme atomique. Et quand je dis nous, c'est à la fois la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et les Anglais, les Allemands. Pourquoi? Parce que si l'Iran avait l'arme nucléaire, ça veut dire que l'ensemble de la région, qui est déjà passablement agitée, serait soumis à une espèce de compétition nucléaire extrêmement grave. Donc nous voulons que l'Iran respecte ses obligations internationales qui lui font interdiction d'avoir cette arme nucléaire. Et pour ça, à la fois nous disons négocions et en même temps des sanctions pour le pousser à changer de position dans la négociation. Mais quelles sanctions? Parce que clairement, Téhéran n'a pas l'air très impressionné par toutes les menaces de sanctions. Madame, là, je me permets de modifier un peu votre jugement. On considère que ces sanctions ont coûté, entre guillemets, déjà plus de 40 milliards au régime iranien. Alors malheureusement, le régime iranien le fait porter sur sa population, mais je pense que les sanctions sont efficaces. Et alors, Joe Biden assure, lui, que les États-Unis sont prêts à discuter directement avec l'Iran. Comment vous alors, voyez ça? Nous avons discuté de cela avec M. confiance? Biden, qui était là lundi dernier et qui a déjeuné à l'Élysée. Et Joe Biden dit, nous sommes dans le cadre du 5+1. Il est possible que nous ayons aussi des discussions avec l'Iran, mais bien évidemment, ce sera fait en liaison avec la France. Oui, parce qu'on a vu les Iraniens, là, immédiatement dire « Ah, bah ça y est, l'administration américaine est en train de changer de ton. Est-ce que c'est pas un peu... » C'est pas ce que nous a dit le vice-président Biden, ni mon collègue M. Kerry. Ce qui est important, c'est que ce soit efficace et que l'Iran renonce à l'arme nucléaire parce que la dissémination nucléaire est un mal. Et très grave, très grave. On peut parler de deux cas qui concernent des Français. Ces villes
Sévilmi, vous savez, cette étudiante qui est en Turquie. Où en nous est-on? sommes intervenus. Évidemment, on ne peut pas modifier le cours de la justice turque, mais d'un point de vue humanitaire, j'ai demandé à l'ambassade à plusieurs reprises d'intervenir. Et j'espère que des mesures de clémence seront prises. Et le deuxième cas, c'est le cas de... Et mon collègue, M. Davutoglu, le ministre des Affaires étrangères turc, sera d'ailleurs à Paris mardi, dans le cadre de la réunion sur la Libye, dont on a parlé tout à l'heure. Et le deuxième cas, c'est le cas de Nadir Dendoun, un journaliste français qui a été emprisonné en Irak le 23 janvier pour avoir pris des photos du QG des services des renseignements. Exactement. Alors, qu'est-ce que peut faire la L'ambassade est France? en contact avec lui. Nous avons fait des représentations par notre ambassadeur auprès du gouvernement irakien pour qu'il soit traité correctement, qu'il ait les droits qu'on a lorsque on est interpellé et qu'il puisse s'exprimer. Et j'espère, là aussi, qu'il y aura une solution positive. Mais est-ce que vous estimez que c'est une détention abusive ou pas? Pour l'instant, je ne vois pas de preuve qui ait été fournie contre lui. Merci Charlotte. Laurent Fabius, on passe à la séquence suivante. On va parler de l'Europe. Oui. Avec Yann Anthony Nogues, qui Bonjour. est à Bonsoir, Bruxelles monsieur. Habituellement et qui est venu donc spécialement pour vous poser des questions. On va tout d'abord réentendre François Hollande. C'était à Strasbourg au début de la semaine. Et ce qui nous menace aujourd'hui n'est plus la défiance des marchés, c'est celle des peuples. Et qui ne voit, à travers une suite de déclarations, que l'intérêt national est en train de prendre le pas sur l'intérêt européen. Il a vu juste, Laurent Fabius, la solidarité européenne, c'est terminé. C'est ce qu'on a vu au sommet de Bruxelles jeudi et vendredi. En tout cas, elle a été malmenée, c'est certain, et notamment par les Britanniques. Mais finalement, c'est pour ça qu'on abordait ce sommet dans des conditions très difficiles. Et bon, je pense que l'accord qui a été trouvé sauvegarde les intérêts de la France, mais le contexte était extrêmement difficile, il faut le reconnaître. La France, justement, championne d'Europe de la croissance. Ouais. L'état de grâce est terminé, ça aussi c'est fini, c'est l'austérité qui a gagné. Moi je crois que c'est difficile de faire plus d'Europe avec des gens qui disent il faut moins de budget, ce qui est la position des Anglais et de quelques autres. Mais on ne peut pas faire l'Europe tout seul. Donc on a obtenu au mois de juin dernier une avancée considérable avec le pacte pour la croissance. On a obtenu que la Banque centrale ouvre un peu les cordons de la bourse. On a obtenu la taxe sur les transactions financières. On a obtenu toute une série de choses. Mais il reste de gros combats. On l'a bien vu dans cette affaire de budget. Qu'est-ce que nous voulons, nous? Nous voulons une Europe réorientée. Et visiblement, il y a d'autres pays qui ne le souhaitent pas, à commencer par la Grande-Bretagne, qui dit « moi, je veux le self-service ». Ben non, ça ne marchera pas. Honnêtement, Laurent Fabius, vous venez de parler là de pacte pour la croissance, 120 milliards. Oui. C'est un peu fait pchit. À quoi ça a servi? Et ces 120 milliards, ils sont passés où? Non. Ils sont sortis d'où? Ils sont passés où? D'abord, il y a eu les dotations en capital de la Banque européenne d'investissement, ça a été fait. Ensuite, et M. Cazeneuve en fait la liste tous les mois au Conseil des ministres, il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits dans les différents pays, notamment en France. Avec des effets de levier Oui, avec des effets de levier. Au total, on estime que ces 120 milliards, ça peut donner 240 milliards. On dira c'est pas assez. Oui, je suis d'accord. Mais l'Europe, c'est pas une construction magique. Ça sert à quelque chose. Ah oui, je crois. Oui, dans quelle mesure? Vous avez des éléments pour dire ça? Bien sûr. Quand vous avez des lignes de transport qui peuvent être réalisées à cause de ce pacte sur la croissance, quand vous avez des économies d'énergie qui sont réalisées à cause de cela, quand vous avez des projets concrets qui sont réalisés à cause de ça, c'est positif. Si vous me dites que c'est pas suffisant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors le budget européen, donc c'était la première fois qu'il était en baisse, moins 3%. Les eurodéputés sont très remontés. À Strasbourg, ils ont dit qu'ils allaient certainement dire non. Mais finalement, vous, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, est-ce que vous n'espérez pas, est-ce que vous ne comptez pas sur ce veto des eurodéputés? J'ai été frappé comme vous, parce que j'étais là lors du discours de François Hollande, j'étais présent, et c'est vrai que les eurodéputés, alors quasi unanimité, étaient vraiment contre le projet qui était proposé. Bon, alors le projet qui a été adopté n'est pas celui qui a été proposé, il y a eu un compromis. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le refuser? Est-ce qu'ils vont, ce qui est possible,
exiger qu'il soit réexaminé en 2014, s'il y a les élections en 2014? Est-ce qu'il vaut demander, on ne va pas rentrer trop dans la technique, qu'il y ait utilisation plus grande de la flexibilité? Vous savez ce dont il s'agit? Je ne sais pas. En gros, il demande aussi une clause de révision et dire qu'il ne faut pas qu'on parte sur 7 ans. Oui, on mais révise ça en 2017. Sens quand même, parce que on ne va pas condamner l'Europe à l'austérité pendant 7 ans. Nous avons adopté ce compromis, donc maintenant nous n'allons pas dire le contraire. Mais il y a quand même un argument démocratique qui n'est pas sans valeur, consistant à dire qu'il va y avoir des élections en 2014, et c'est difficile de dire, quel que soit le résultat des élections, au fond, ce sera la même chose du point de vue budgétaire. On verra ce qu'ils feront. En tout cas, nous estimons que nous avons sauvegardé les intérêts de la France. Avec quoi? La politique agricole commune, puisque vous savez ça, c'est le même montant que la dernière fois. Bon. Nous avons beaucoup insisté sur la création d'un fonds pour les jeunes, dont nous allons tirer 10%. Beaucoup insisté, parce que c'était absolument scandaleux, sur le maintien d'un fonds pour les démunis, les Restos du Cœur, etc. Songez qui a été diminué malgré tout. Oui, il a été diminué, malheureusement, mais le projet de certains autres pays, c'était de le supprimer, ce qui est absolument scandaleux. Nous avons insisté beaucoup aussi sur les transports. On va pouvoir faire le Lyon-Turin. Donc, il y a des choses positives, même si on n'a pas fait tout ce qu'on voulait. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, dans l'hémicycle strasbourgeois, la droite, la gauche, les Verts, les libéraux, tout le monde se tient la main. En revanche, on se demande, vous, la France, vous tenez la main de qui? Il y a un petit problème d'alliance, notamment au niveau du couple franco-allemand. Alors justement, il y a un député européen, Andreas Schwab, il est de la famille de CDU, et Laurent Fabius, il a une question pour vous. Volontiers. Monsieur le ministre, seul le couple franco-allemand ne peut pas mener l'Europe. Mais il est aussi clair que sans une bonne entente entre la France et l'Allemagne, l'Europe est en panne. Donc, pourquoi, monsieur le ministre, n'attachez-vous pas plus d'importance à cette coopération franco-allemande? Alors, d'abord, ça fait plaisir de répondre à... C'est un parlementaire. Oui, CDU, Andreas Schwab. Il n'était peut-être pas présent lors du 50e anniversaire du traité franco-allemand de l'Élysée. Il aurait vu justement qu'à la fois du côté allemand et du côté français, on considérait que l'amitié franco-allemande était fondamentale. Simplement, l'amitié franco-allemande... Ça n'a pas été terrible, hein, franchement, cette célébration. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Parlementaire, oui, mais bon, il n'y a aucun rejaillissement sur les opinions publiques. Je trouvais que c'était pas mal, mais l'amitié franco-allemande ne consiste pas à ce que la France signe exactement tout ce qui a été proposé par l'Allemagne, et inversement, l'amitié franco-allemande ne consiste pas à ce que nous disions vendredi, aux Allemands... Vendredi, vous avez signé ce que voulait l'Allemagne. Absolument pas. À Bruxelles. Alors, et ce que voulaient les Anglais. Absolument pas. Soyons précis, j'ai pris les chiffres. Bon. Les Anglais, M. Cameron, avait dit « Je ne monterai jamais au-dessus de 885 milliards ». Je suis précis. L'accord est à 908 milliards. C'est-à-dire qu'il a concédé 23 milliards. Les Français avaient dit 930. C'est 908, c'est-à-dire que nous avons concédé 22 milliards. Permettez-moi d'être un petit peu étonné, à vous qui êtes journaliste, de considérer que lorsque les Anglais sont obligés de faire une concession de 23 milliards, c'est pour eux un triomphe. Et lorsque les Français font une concession de 22 milliards, c'est une déroute. Moi, je demande simplement qu'on soit objectif, cher monsieur. Les Anglais, ils cherchaient avant tout à préserver leur rabais britannique. Au départ, il y a un an, ils avaient dit « Attention, le budget, on va vraiment le plafonner, on va même le diminuer ». Et là, finalement, ils sont repartis avec leur rabais sous le bras et en plus avec une diminution globale du budget. Monsieur, ils ont gagné sur tous les points. Il ne faut pas nécessairement croire que tout ce qu'on écrit est juste. Vous savez que depuis 1984, le rabais anglais est automatique. Donc, quel que soit le contenu de l'accord, les Anglais obtenaient leur rabais. Et je vous dirais même plus, cher monsieur, que même s'il n'y avait pas eu d'accord, les Anglais repartaient avec leur rabais. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je ne dis pas... Il a été remis en question, quand même. Mais non. Non, pas cette fois-ci. Mais non, mais juridiquement, c'est impossible. Non, mais ne disons pas des à peu près. Je reconnais le premier... que cet accord n'est pas ce que nous souhaitions. Nous aurions voulu, tout simplement, comme nous voulons une Europe beaucoup plus forte et beaucoup plus de croissance, nous voulions un meilleur budget. Mais il faut faire un compromis. Et quand on dit, mais c'est un triomphe de M. Cameron parce qu'il a obtenu son chèque, mais juridiquement,
personne ne pouvait faire qu'il ne l'obtienne pas. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il a gardé son chèque et il a eu en plus d'autres choses. Est-ce que quelqu'un pouvait obtenir qu'il n'ait pas son chèque juridiquement? Personne. Alors, Laurent Fabius, on va quitter les Anglais pour un petit moment et reparler. Oui, mais enfin, je voudrais quand même dire sur l'Europe. Attendez, je voudrais dire sur l'Europe, parce que M. Cameron a fait des grandes déclarations, etc. Il y a quand même deux conceptions qui sont là. Bon, il y a la conception de M. Cameron, conservateur britannique, c'est l'Europe, c'est le service. C'est-à-dire, je n'accepte pas les acquis, je veux que l'Europe se plie à mes desiderata. Et puis, il y a la conception française, qui est une Europe réorientée, une Europe, comme on l'a dit, différenciée, en disant les acquis, on les maintient et on fait davantage pour l'Europe. Eh bien, nous tiendrons sur cette position et il n'est absolument pas question que nous subissions l'Europe self-service. Laurent Fabius, élu de Normandie, va pouvoir reparler des Britanniques dans un instant, mais moi, je voudrais vous dire, vous demandez pourquoi Angela Merkel paraît plus séduite par M. Cameron que par François Hollande. Je ne veux pas rentrer dans la querelle des chiffres, mais l'idée d'une solidarité européenne en a pris un coup à Bruxelles, quels que soient les chiffres énoncés. Or, c'est la bataille engagée par François Hollande, solidarité pour la croissance. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas eu le bon résultat, et en particulier parce que Mme Merkel n'a pas fait l'effort. Pourquoi? Monsieur Mazerolle, vous disiez vous-même, c'est fort juste, que François Hollande est allé l'autre jour faire un discours au Parlement, et il a été applaudi, même debout, par tous les partis, y compris le parti de Mme Merkel. Et il a une phrase que j'ai trouvée assez amusante, et en même temps pleine de sens. Il s'est tourné vers cette majorité conservatrice et a dit, écoutez, très très heureux que vous m'applaudissiez, mais je vous demanderai en échange que vous acceptiez de convaincre les gouvernements que vous soutenez que j'ai raison, comme vous venez de le dire, plutôt que... D'accord, bon, voilà. Mais Laurent Fabius, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, le Parti socialiste attaquait Nicolas Sarkozy en disant « Mais comment il s'est couché devant Angela Merkel, il n'a pas été capable de briser le mur Merkel ?» Eh bien, c'est toujours elle qui finalement fait la balance. Écoutez, M. Sarkozy a été président de la République. Au moment du pouvoir, dans l'équilibre européen. Mais nous souhaitons travailler très fortement avec les Allemands. Nous le faisons dans beaucoup de domaines. Par exemple, la taxe sur les transactions financières, que Mme Merkel au début ne voulait pas, et bien finalement, elle l'a acceptée. Bien. Mais il y a des points sur lesquels nous avons encore des efforts pour la convaincre. Oui, par exemple, quand François Hollande parle du taux de change de l'euro, les Allemands se précipitent pour dire « Mais attendez, l'euro est à sa juste valeur. » Oui, mais je vous disais tout à l'heure... Ça, c'est voué à l'échec quand il parle de ça. C'est clairement, là, vous parliez d'un mur, justement, avec Angela Merkel. Est-ce que c'est pas une façon, de la part de François Hollande... sur les transactions financières, c'était voué à l'échec. Simplement, la différence, c'est que cet échec est aujourd'hui une réussite, puisque ça existe. Alors, donc, quand l'idée est lancée, c'est déjà un pas en avant. Mais ça met du temps. Non, mais ça, je vous le concède. Mais justement, quand François Hollande a dit à vos côtés, mardi, à Strasbourg, à attaquer l'euro fort, est-ce que c'était pas une façon... finalement de préparer le terrain et de dire attention, on est en difficulté, notamment à cause de l'euro fort, nous on aimerait bien bouger là-dessus, vous les Allemands, vous voulez pas bouger là-dessus, non, je comprends, et on ne va pas, certainement pas, rentrer dans les clous du pacte de stabilité, les 3%, il faut oublier. C'est autre chose, c'est autre chose. Mais revenons un instant sur l'euro, pas fort, cher. Moi je pense qu'il faut s'adresser à la raison. Eh bien, les Allemands, qui sont nos amis, comprennent très bien, me semble-t-il, ou devraient comprendre, qu'il n'y a pas d'Allemagne durablement prospère si les autres pays sont en difficulté. Et donc, il faut que l'euro soit à son bon niveau. Ni trop cher, ni trop faible, à son bon niveau. Voilà. C'est un débat qui existe depuis longtemps, qu'on ne va pas trancher aujourd'hui. Enfin, c'est un débat. C'est pas le seul. En tout cas, c'est un débat qui... Il y a encore des choses à se dire avec l'Allemagne. On a énormément à travailler ensemble. De voir l'Allemagne. Mais je vais vous prendre trois exemples. Moi solidaire, moi au cœur de la construction européenne. Monsieur Mazerolle, je vais vous prendre 2-3 exemples. En matière de défense, ce qui se passe au Mali comme ailleurs montre qu'il faut une défense européenne. On va y revenir. En matière d'énergie, les Allemands sont énormément dépendants de l'énergie importée. Nous aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble? En matière d'éducation, la même chose. Donc ce sont nous, les Français, nous faisons...
vous étiez là au discours de François Hollande, nous faisons des propositions pour que l'Europe avance, parce que nous croyons à l'Europe, et une Europe réorientée. Alors ceux qui croient moins à l'Europe, ne sont pas encore tout à fait d'accord, on va essayer d'aller plus loin. En Angleterre, au Royaume-Uni, on ne parle pas beaucoup de l'euro. Ils n'y sont pas. On parle en revanche d'un possible Brexit, British exit de l'Union européenne. Tiens, alors on a demandé aussi, d'ailleurs c'est lui-même qui voulait vous poser une question, il s'appelle Nigel Farage, peut-être que vous le connaissez, c'est un eurosceptique notoire dans l'hémicycle strasbourgeois. Il n'est pas aimable, je vous le dis tout de suite. Vous n'allez pas être content, vous n'allez pas aimer, écoutez-le en Fabius. Il faut prendre ces choses avec humour. En 2005, vous vous êtes prononcé pour le non au référendum sur la Constitution européenne. Je m'en souviens bien parce que j'étais dans le même camp. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les peurs que nous avions, que l'Europe devienne plus centralisée, moins démocratique, de plus en plus éloignée du peuple, sont arrivées. Est-ce que les attributs de votre carrière ministérielle comptent davantage que votre conscience politique ? Il est un peu dans le même registre que l'autre jour et il a été peu applaudi. Mais enfin, mettons son intervention sur le compte de l'humour britannique. Je pense que si M. Cameron persiste dans son souhait, et s'il est réélu, ça fait beaucoup de si. Dans son souhait de quoi de faire un référendum. De faire un référendum. C'est à ça qui était fait allusion. Et finalement, bon vent. Est-ce que ce ne serait pas finalement une bonne chose qu'ils sortent au lieu de tirer l'Europe vers le bas? Je pense que le Royaume-Uni est une grande puissance et que c'est une bonne chose qu'elle fasse partie de l'Europe, à condition, cher monsieur, d'en accepter les règles. J'ai pris cet exemple. Si vous entrez, qui parlera à ces amateurs de sport que sont les Britanniques, si vous demandez votre entrée dans un club de rugby, on vous dit vous entrez. Très bien. Mais une fois que vous êtes entré, vous ne dites pas maintenant je joue au football. J'ai le rugby. Donc, l'idée de l'Europe self-service, c'est-à-dire où la Grande-Bretagne prendrait ce qui l'intéresse, laisserait le reste pour son seul intérêt, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je souhaite, parce que donc ce ne serait pas la fin de l'Europe, ce ne serait pas la fin du monde si le Royaume-Uni quittait l'Europe, selon vous. Ce serait dommage. Ce serait dommage pour nous et dommage pour eux. Parce que vous savez, le Royaume-Uni, complètement en dehors de l'Europe, et d'ailleurs, on a parlé du tapis rouge. Et l'autre jour, je parlais avec des hommes d'affaires britanniques, qui sont d'ailleurs souvent pas d'accord avec M. Cameron, et je leur disais, mais écoutez, si finalement l'Angleterre décide de quitter l'Europe, eh bien nous vous déroulerons le tapis rouge. Alors, une question rapide, Yann Anthony. Juste une question de Guy Verhofstadt. Non, avant. Juste une question, on parle de la zone euro. Oui. Il y a cette idée qui a été lancée par Mark Rutte, c'est le Premier ministre néerlandais, un libéral. Il a dit aujourd'hui on peut sortir de l'Union européenne, c'est le traité de Lisbonne 2009 qui a instauré ça. On ne peut pas sortir techniquement de la zone euro. Il faudrait créer une clause de sortie. À la fois pouvoir éjecter des pays et aussi de soi-même pouvoir en sortir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Écoutez, ça ne me paraît pas exactement la priorité. La priorité, c'est de renforcer l'Europe et de la réorienter. Vous avez une Europe où il y a plus de 20 millions de chômeurs. Vous avez une Europe qui ne prend pas suffisamment en compte les questions environnementales ni les questions sociales. Vous avez une Europe qui n'est pas assez unie sur le plan économique. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors, une dernière question qui vous est posée cette fois par Guy Verhofstadt, c'est l'ancien Premier ministre belge et député libéral européen. Monsieur le ministre, la France est aujourd'hui présent au Mali. Il est très clair que ça donne énormément de coûts. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu vraiment pour développer une défense européenne? Ça peut certainement renforcer le rôle de l'Union européenne au niveau de la politique étrangère. Et en plus, on peut épargner beaucoup d'argent, puisque pour le moment, on fait 27 fois la même chose dans les différents États membres de l'Union européenne. Je suis tout à fait d'accord. C'est une de nos propositions. Europe de l'énergie, Europe de la défense, Europe économique. Ça a une chance de voir le jour ? Écoutez, je pense que oui, il y a quelques pays qui vont dans ce sens-là. La France, évidemment. L'Allemagne, à certains égards. L'Italie, la Pologne, l'Espagne. Le Mali, ça aurait pu être un laboratoire pour une Europe de la défense. Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée ? Certains pays d'Europe nous aident en nous fournissant un certain nombre de moyens. Et puis l'Europe a pris à sa charge, vous le savez, la formation de l'armée malienne. C'est un début. On pourrait dire on souhaite davantage. Oui, mais comme l'a dit Verhofstadt, il n'existe pas d'Europe de la défense. Moi, j'en suis partisan. C'est une des propositions de François Hollande. Merci Yann Anthony, Laurent Fabius. On va marquer une pause, puis vous aurez la dernière séquence de l'émission, l'After RMC avec Jean-François Aquili.